Salut à tout le monde, je suis Michel Savarance, directeur des relations extérieures de l'Institut d'Acton de Rome. Et bienvenue à tout le monde, à tous, pour ces premiers séminaires africains francophones des pays comme Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, et la République démocratique du Congo, Mozambique, Tchad, et Guinée équatoriale, Italie et États-Unis. Et j'ai passé les mots à Maria Calvia, votre très belle modératrice. Bonjour à tous, bienvenue à notre séminaire francophone de l'Acton Institute sur l'état de droit, développement économique, avenir de l'Afrique francophone. Alors, je vous rappelle, s'il vous plaît, de bien vouloir éteindre vos micros jusqu'à 18h55. C'est le moment où nous allons commencer un peu de discussion. Alors, je suis Maria-Claudia Ferragni, je suis italienne, mais j'habite en Italie, à Milan. Et maintenant, actuellement, je travaille pour une banque suisse. Mais j'ai grandi au Luxembourg parce que mes parents ont travaillé toute leur vie aux communautés européennes. Et donc, j'ai grandi dans un milieu francophone. C'est pour ça que je parle le français. Et j'ai eu le plaisir de devenir très affectionnée à l'Acton Institute de Rome. Et j'ai participé plusieurs fois à l'Acton University. Je pense que déjà quelques-uns de vous connaissent cet événement qui a lieu toutes les années à Grand Rapids dans le Michigan, là où l'Acton Institute a son siège principal. Et c'est un événement incroyable où plus de 1000 personnes qui arrivent de tous les coins du monde, de toutes les nationalités et même de plusieurs religions différentes se rencontrent pour avoir une formation sur la société libre sur l'anthropologie chrétienne. Donc, j'espère que ceux entre vous qui n'ont pas encore participé puissent peut-être l'année prochaine nous rejoindre dans le Michigan, parce que c'est une expérience incroyable où l'on rencontre des personnes merveilleuses et où on reçoit des informations du point de vue de la formation personnelle, culturelle et spirituelle qui sont vraiment rares à trouver dans le monde d'aujourd'hui. Parce que l'Acton University unit une vision de la société libre qui se base sur la liberté individuelle, sur le choix personnel, sur la responsabilité, avec le développement des vertus chrétiennes. Et on comprend très bien que ces vertus chrétiennes sont des vertus humaines, donc que tous les hommes de bonne foi et de bonne volonté peuvent comprendre, non pas une mission, mais aussi comme une réalisation de vie. Et c'est pour ça qu'à l'Acton University, on rencontre des gens qui sont d'autres confessions chrétiennes, on rencontre des juifs, des musulmans, même des hindouistes, des jeunes gens qui viennent d'Asie centrale, de l'Inde, mais qui ont tous un point commun comme aspiration personnelle, humaine et je dirais même communautaire au niveau de la famille et de la société. Et je suis ici parce que je parle français, qui est un très cher ami avec lequel j'ai eu le plaisir de pouvoir collaborer récemment, m'a demandé d'aider un peu la modération de ce séminaire. Alors, j'ai le plaisir de vous introduire nos invités, qui sont les révérends pères Emeran Joseph et le révérend père Serge Rémy. Tous les deux sont en train de faire un doctorat à l'université grégorienne à Rome. Le père Emeran Joseph en développement économique et sociologie du développement, et le père Serge Rémy en sociologie politique. Ils sont tous les deux originaires du Cameroun et ils sont tous les deux ils ont des paroisses qui leur sont attribuées en ce moment.
Et le père Emeran nous parle de Bari en Italie. Et puis, nous avons le très grand plaisir d'accueillir le révérend docteur Victorien Kopta, qui est originaire du Burkina Faso et qui a obtenu son doctorat à l'Université grégorienne sur le thème « État de droit, développement économique et avenir de l'Afrique francophone ». Et le docteur, le révérend Victorien, est aussi un Kahilian Fellow de l'Acton Institute. Je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, Michael devra me corriger. Donc, il a été soutenu dans ses études par l'Acton Institute. Tandis que les pères Emeranios et Fesser Jérémy ont participé, ont été soutenus avec des bourses d'études comme participants à l'Acton University. Le principal modérateur et animateur de ce séminaire sera le docteur Sam Gregg, qui est le directeur des recherches de l'Acton Institute. Je pense que quelqu'un d'entre vous peut-être le connaissent déjà. Il a fait ses études de doctorat à Oxford en philosophie morale et en économie politique. Il est auteur d'au moins une dizaine de livres, dont plusieurs ont été traduits en langue française. Et nous vous rappelons en particulier la société commerciale, The Commercial Society, Pour Dieu et pour le profit, For God and for Profit, et le tout récent livre qui a obtenu un très grand succès, que le Dr. Craig a présenté plusieurs fois, en plusieurs occasions, La raison, la foi et la lutte pour la civilisation occidentale, Reason, Faith and the Struggle for Western Civilization. Et le Dr. Craig est directeur des recherches de l'Acton Institute depuis déjà 20 ans. Donc, il est la personne la plus indiquée pour toute autre explication sur l'activité de l'Institut. Alors, je vous rappelle une dernière fois que vous devez, s'il vous plaît, éteindre vos micros jusqu'à la fin des interventions des speakers. Et puis, par la suite, vous pourrez poser vos questions à travers la chat de Zoom. Et lorsque nous allons choisir les questions, nous allons vous appeler pour prendre la parole. Alors, merci beaucoup et je laisse la parole au Dr. Sam Gregg. Merci. Merci à tous. Merci Maria Claudia. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Sam Gregg, je suis directeur de recherche à l'Institut Acton. J'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire sur le sujet État de droit, développement économique, l'avenir de l'Afrique francophone. Il s'agit de notre premier webinaire en français et nous avons d'excellents conférenciers ici pour nous parler aujourd'hui. En plus de Pierre Victorien, nous avons également le père Serge Rami et le père Emeran Joseph qui sont originaires de Cameroun. Je suis très heureux qu'il y ait des gens qui nous ont rejoints de différents endroits à travers le monde pour cet événement. Nous espérons que cet webinaire sera la première d'engagement élargi de l'Institut Acton avec le monde francophone. Le monde francophone est très vaste en géographie et très vaste en population, mais il est souvent négligé par ceux qui veulent encourager le concept de société civile forte et l'idée d'un gouvernement limité. À l'Institut Acton, nous voulons aider à changer cette situation. Voici la liste des nations représentées aujourd'hui. Burkina Faso, incluant Monsieur l'ambassadeur de Burkina Faso pour son siège, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, République démocratique du Congo, Mozambique, Tchad, Guinée équatoriale et les États-Unis. Un Camerounais de la République de Texas. Aujourd'hui, nous n'avons que 90 minutes pour discuter d'un sujet très important et compliqué. L'enjeu théorique et la problématique de ces débats nous porteront
principalement à jeter un regard évaluateur sur des questions essentielles et problématiques actuelles liées à l'instauration de l'état de droit, ajoutant de l'ordre, la sécurité, la justice et la stabilité politico-économique dans une société qui aspire à être libre et vertueuse. Et maintenant, je vous rendrai tous à Maria Gloria et je dirai quelques mots à la fin de cet événement. Merci. Encore pour éteindre vos micros. Alors, excusez-moi, je vous rappelle toujours d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Et je voudrais donner la parole au révérend Victorien pour qu'il puisse commencer son intervention. Merci Claudia, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est un énorme plaisir pour moi d'apporter ma modeste contribution à cette première séance de webinaire pour l'Afrique francophone. Je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai accepté spontanément justement par l'effet de la surprise. Donc, j'ai accepté d'abord par reconnaissance pour l'Institut Acton, dont j'ai bénéficié pas mal de ces formations rapides. Au moins 3 fois, j'y suis allé et j'ai été émerveillé. Je l'ai fait également par reconnaissance à mon très cher ami Michael. On s'est beaucoup fréquenté à Rome. J'ai été très content de son amitié. J'ai été marqué à Grand Rapide par la robustesse et le dynamisme intellectuel de Sam Gregg, que je connais bien. Et voilà. J'ai accepté. C'est un thème qui m'a donné assez d'émulation, si bien que quand Michael m'a demandé, mais est-ce que tu peux lancer de petites thèses sur lesquelles on partirait? Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. J'ai jeté quelque chose comme ça dans le désordre. Et je ne procéderai pas autrement ce soir. Ne vous attendez pas à un discours méthodique, mais plutôt sur la thématique, les questions qui m'habitent comme citoyen du Burkina Faso, acteur de développement rural et tout ce qui s'ensuit. Bon, les questionnements que j'ai et que peut-être d'autres contribueront à donner un éclaircissement. Alors, Michael m'avait rassuré que je pouvais parler très librement. J'ai accepté aussi parce que, bon, il y a cette possibilité de parler très libre, avoir l'obligation d'une très grande préparation. Alors, pour revenir à notre thème, état des droits, développement économique et avenir de l'Afrique francophone, je disais à Mike que les thèses qui me viennent tout de suite en tête, c'est que d'abord, l'état de droit est une chance, une précondition et un accélérateur de tout développement économique. Laisser le droit entre les mains des spécialistes, juristes, législateurs et autres, c'est aller à coup sûr, sans issue. Et enfin, que la survie de l'Afrique francophone réside dans une société civile massivement présente dans les lieux où se décide et où se dessine leur avenir. Une société civile capable de manier les différents outils qu'offre l'état de droit.
Pour illustrer un peu mon propos, je commencerai par un petit conte. Un conte, je crois, c'est d'origine éthiopique. Alors, un homme, un aventurier, pour fuir la misère, la faim de son pays, dans son pays, il est parti à l'aventure avec sa femme et ses enfants, 7 beaux garçons, voilà. Et puis, en cours de route, ils ont rencontré un vieillard à la croisée des chemins. Ils sont à un carrefour et puis ils posent leurs problèmes au vieillard. Bon, ils ont expliqué ce qui va à fuir leur village et le vieillard leur répond ceci. Si vous prenez la piste qui va à droite, vous allez tomber sur un village qui n'est pas loin d'ici. Là-bas, les gens ne sont pas très riches, mais pour quelqu'un qui se bat bien, il s'en sort, il tire son épingle du jeu. Là-bas, il y a de bonnes lois. Si vous allez à gauche, vous allez tomber sur un village qui n'est non plus. C'est un village extrêmement riche. Pour peu d'efforts, vous allez vous retrouver avec plein de ressources. Mais attention, là-bas, il n'y a pas de loi. Et notre monsieur de répondre, ben voilà, est-ce que moi je vais chercher noir à quelqu'un? Je ne cherche pas d'histoire à quelqu'un pour avoir besoin de loi ou de justice. Je m'occuperai de mes affaires et c'est tout. Donc, je préfère le village où on peut travailler peu et gagner beaucoup. Mal lui en prie. Il est parti et il s'est mis à travailler. Effectivement, en quelque temps, on a vu sa richesse grandir jusqu'au jour où un de ses voisins arrive dans sa famille pour lui rendre visite et voir qu'il travaillait avec 7 fils bien bâtis, costauds, et il lui demande, mais comment tu as fait pour avoir tous ces enfants? Tu as combien de femmes, toi? Et lui il répond, une seule femme, c'est ma femme qui m'a fait tous ces enfants. Et lui, eh bien, c'est pas juste. C'est pas juste parce que moi, je n'en ai pas. Donc, tu devras me donner ta femme pour qu'il me fasse à mon tour 7 beaux fils. Et l'homme qui s'étonne, et lui, il lui répond tout de suite, je t'envoie un magistrat, tu verras ce qu'il va dire. Le magistrat arrive et décide que l'homme a raison. Il faut lui donner la femme. Le monsieur qui n'en revenait pas, qui n'en croyait pas à ses yeux, il tombe malade. Et puis, l'autre voisin revient à la charge et dit, ben, dans ce pays, les malades, c'est un poids. On ne peut pas, on n'a pas le temps pour s'occuper de gens malades. C'est mieux de les enterrer vivants. Et comme ça, on est plus libre. Le monsieur a voulu protester avec ses enfants. Il dit, je t'envoie un avocat, il te dira ce qu'il y a. Et le magistrat arrive et confirme qu'effectivement, ben, ce n'est pas intéressant de supporter quelqu'un. Un problème de connexion, probablement.
Il y a probablement un problème de connexion avec le Père Victorien. On attend un instant. Vous m'entendez? Voilà, maintenant ça va, merci. Ok, merci. Voilà. Vous allez m'excuser. J'ai plusieurs fois de lieu pour avoir le minimum pour pouvoir communiquer ce soir. Merci bien. Alors, je disais que de cette histoire, ce que je peux tirer comme leçon principale, c'est la question de la légalité qui s'est posée. Il n'y a pas de loi dans ce pays, dit le vieillard. Il y a même pire que ça. Il y a des prétendues lois, en ce sens que on parle de magistrats. Le magistrat, en principe, se prononce sur la base de lois existantes. Mais le drame, c'est qu'ici, le magistrat, il se prononce en fonction de ce que lui, il a dans la tête de ses émotions. Et donc, nous sommes bel et bien dans le règne de l'arbitraire. Et quand c'est l'arbitraire, personne ne se sent en sécurité. Voilà le problème que pose l'état de droit. L'état de droit étant le système politico-juridique caractérisé par l'application du principe de la légalité, où l'autorité publique soumet son action au respect des lois et règlements, y compris les lois et règlements que lui-même il a établis. Les sujets du droit disposent donc de garanties juridiques contre l'arbitraire, et ce, depuis le XVIIe siècle. Je crois que un de mes collègues aura l'occasion peut-être d'expliciter ces questions-là, puisqu'il est en sociologie politique. Eh bien, depuis l'Habeas Corpus Act de 1679, où on a commencé à comprendre que les libertés individuelles sont importantes pour aller plus loin. Alors, l'état de droit suppose donc positivité des lois et donc des lois connaissables, des règles connaissables par tout le monde et l'utilisation de ces règles comme mécanisme de gestion des rapports et notamment des rapports marchands. C'est ce corpus qui crée l'espace de liberté pour chaque acteur du marché. Donc, la possibilité pour les citoyens d'un recours juridictionnel. Le citoyen peut porter aussi plainte même contre l'État, contre les représentants de l'État, contre toute décision arbitraire qui vient de l'autorité publique. Alors, quel est le lien de tout cela avec le développement économique? Il me vient en tête un peu le slogan des intellectuels de l'alors tiers-monde, comme on appelait, dans les années 70, qui parlait de trade, not aid, pour demander un commerce plus équitable, un commerce qui tienne compte de tout le monde à la place de l'aide publique au développement. Si je me réfère un peu à l'histoire du développement économique tel qu'il a été impulsé, je m'arrête ici sur l'aspect économique en lien avec l'industrialisation, tel qu'il a été impulsé par la révolution industrielle. On peut noter comme trois types de sociétés qui ont émergé de
cette révolution industrielle. La première vague d'industrialisation en Europe occidentale, avec le capitalisme, néo-capitalisme, etc., qui a son style. La deuxième vague, avec l'avènement du socialisme réalisé en l'alors Union soviétique, avec l'exaltation des valeurs techniques et de l'activité productive, tout autant que les valeurs collectivistes. Troisième phase dans les pays en développement, et notamment les pays de l'Asie du Sud-Est, qui semblent porteuses de nouvelles formes de l'économie et de la société. Quand on passe un peu à l'Afrique, de cette histoire de développement économique, qu'est-ce que l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, a tiré, qu'est-ce qu'il a retenu? Le professeur Joseph Kizerbo parlait de mimétisme africain, avec cette tentative de reproduire ces différentes phases, souvent de façon déconnectée de la réalité. Bon, on est arrivé, bon, l'Afrique, bien sûr, a participé, mais un acteur passif à tout ce processus-là, quand on remonte à la traite des Noirs, quand on remonte à la colonisation, c'était une forme de participation à cette évolution, mais une participation passive qui ne rapporte pas à l'Afrique elle-même. On passe à la période post-coloniale. Bon, il y a plein de théories qui sont arrivées et qui ont aidé un peu à ce que le professeur appelle le mimétisme. Alors, donc, si on prend la théorie du Big Push, voilà, bon, avec tous ces théoriciens qui parlent des goulots d'étranglement du développement économique, bon, voilà, il manque de capitaux, marché trop étroit, etc., etc. La solution, c'est de donner le big push, l'aide publique au développement, injecter des capitaux il suffit d'injecter des capitaux pour que le développement économique prenne. Bon. Avec ça, on a lancé les décennies du développement et puis on n'est pas allé très loin. Bon, d'autres se sont engagés un peu sur la voie de l'Union soviétique et du socialisme. Et entre-temps, on a essayé de copier la théorie naissante en Amérique latine, la théorie de la dépendance, voilà, pour analyser nos réalités. Et puis, bon, ça a tourné aussi court. On est arrivé, bon, avec des théories d'obédience keynésienne, à mettre l'État au centre comme étant le principal développeur. C'est l'État qui donne l'emploi, c'est l'État qui crée, c'est l'État qui fait ceci. Et puis, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Il semble que dans toute cette agitation, on a oublié peut-être le secret, ce qui a fait bouger les peuples. Je crois que le développement, même le développement économique, est une question de transition d'une certaine manière de produire, de consommer, de faire à une autre, plus performante. Mais qu'est-ce qui occasionne, quels sont les facteurs de cette transition? Il me semble qu'on n'étudie pas ça suffisamment du point de vue théorique pour pouvoir enclencher un vrai développement économique. Le Saint-Pape Jean-Paul II disait dans Sollicitudoris Socialis, et il a repris de façon plus développée dans Centesimus Annus, que un peu comme pour paraphraser Adam Smith, qu'aujourd'hui, la source
le secret de la richesse des peuples, ce n'est plus seulement la terre, mais aussi et surtout cette capacité d'initiative et d'entreprise. Alors, l'innovation et la nouvelle organisation de la vie politique constituent un peu des clés pour aller au développement économique. Et c'est ici que peut-être le concept d'état de droit, la réalité de l'état de droit retrouve son plein sens pour encadrer l'innovation et la nouvelle organisation de la société. Parlant d'innovation, je me raccroche un peu au concept schumpeterien. Bon, actuellement, on est beaucoup plus de l'école de Vienne. Schumpeter a été aussi un disciple de l'école de Vienne, même si c'est un transfuge. Et d'ailleurs, je crois que son idée, son concept d'entreprise, il a hérité de l'école de Vienne. Donc, Schumpeter conçoit l'entrepreneur, l'innovateur par excellence. Donc, cette capacité d'initiative et d'entreprise. Et pour innover, l'entrepreneur, certainement, a besoin d'être motivé. Et la meilleure motivation, c'est l'intérêt, en lien avec une certaine éthique de la responsabilité. J'entends l'intérêt au sens de Albert Hirschman, qui présentait l'intérêt comme cette passion pacificatrice, à même d'associer les hommes concurrence apaisée. L'intérêt comme le moteur de l'action. Et le dictionnaire de l'Académie française dit que l'intérêt, c'est ce qui importe, ce qui convient à l'utilité d'une personne, d'une collectivité, d'une institution, en ce qui concerne soit leur bien physique ou matériel, soit leur bien intellectuel ou moral, leur honneur, leur considération. Donc, l'intérêt n'est pas à regarder au sens restrictif d'intérêt égoïste, puisque le soin de l'autre peut constituer un intérêt pour moi, et à partir du moment où c'est un intérêt, voilà, ça crée de la passion, cette passion qui me donne l'énergie de l'action. Donc, l'intérêt est important. Adam Smith disait, chacun a son intérêt, à prendre en considération l'intérêt de l'autre pour soigner son propre intérêt. Tu ne peux atteindre ton propre intérêt qu'en prenant en compte l'intérêt de l'autre. Ça devient une condition de motivation pour l'entrepreneur. Et l'entrepreneur a besoin d'un cadre, de conditions favorables pour pouvoir innover et répondre aux besoins de la société. Une de ces conditions, c'est la possibilité d'avoir la propriété privée et la liberté. Vous pouvez essayer de regarder les entreprises politiquement colorées. Je reviendrai un peu là-dessus, comme ce qu'on voit en Afrique. Bon, difficilement, une entreprise qui tient peut se passer de la politique. C'est comme ça. Bon, ça devient toujours, on attend toujours, on s'attend au retour du bâton. Je reviendrai là-dessus. L'entrepreneur a besoin de capacités comme la créativité, la perspicacité, l'endurance. Voilà.
Voilà ce qui fait un peu l'entrepreneur innovateur. Max Weber disait que dans sa pensée, c'est l'appropriation, donc c'est pour résumer, l'appropriation privative des moyens matériels de production, de la liberté du marché, les techniques rationnelles, un droit rationnel, un travail libre et la possibilité de spéculer. Voilà ce qui fait l'entrepreneur. Donc, l'état de droit se situe donc au niveau des conditions. Conditions pour favoriser le travail de l'entrepreneur innovateur, déclencheur de changement, voilà. Donc, je disais que le développement économique est une question de transition, hein, d'un moins à un plus quelque part. Transition plus ou moins brutale, mais au cœur de cette transition, l'état de droit a son rôle à jouer. Pour ce qui est de nos États africains, on a comme l'impression qu'on constituait des États modernes tout court. Et si c'est un État tout court dont on a besoin, je ne crois pas qu'il puisse être porteur de développement. Ce qui est porteur de développement, c'est l'État de droit. Un État moderne tout court qui se retrouve facilement en train de vouloir activement répliquer le modèle occidental, ou bien simplement un État au service d'un projet codifié et pensé du dehors. Donc, c'est un État qui facilement sera le règne de l'arbitraire et donc où la liberté d'entreprise, l'entrepreneur va se retrouver lié. Je ne suis pas très loin de théoriser l'entreprise comme la meilleure forme de charité sociale, mais c'est une conviction. Il ne s'agit pas d'une charité qui donne, tant il est vrai qu'un proverbe africain dit « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Donc, l'entreprise, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui procure la dignité à travers l'emploi. C'est un créateur d'emplois et aussi à travers les biens et services qu'il a pensé, il a anticipé sur sa société pour deviner ses besoins et répondre avec des biens et services qui viennent renforcer la dignité des personnes. Les théoriciens de l'école autrichienne trouvaient que le problème économique ne réside pas dans l'allocation des ressources rares à des besoins alternés, mais dans la coordination. Et là se situe le rôle de l'entrepreneur qui est un coordonnateur. Il anticipe sur les besoins et coordonne à travers des techniques innovantes dans 5 directions au moins. Il va innover dans les produits, il va innover dans les méthodes de production, il va innover dans la recherche des débouchés, il va innover en dans les matières premières et il va innover dans l'organisation même du travail. Condition essentielle pour tout cela, je répète, c'est la légalité. Donc, l'égalité, c'est la pratique de l'état de droit. Le problème des entreprises africaines, si ils ont des problèmes pour évoluer, c'est peut-être, ça se situe peut-être à ce niveau-là. Donc, un système clientéliste qui les embourbe, qui les empêche d'évoluer.
une entreprise qui a des connexions avec des partis politiques. Bon, quand on essaie de regarder, on verra que toutes les entreprises qui semblent solides sont des entreprises ou bien qui ont été lancées par des adeptes, des sympathisants du parti au pouvoir, tout est facilité pour eux. Ils ont les marchés publics pour aller plus vite. Mais alors, vu que c'est un système clientéliste, ils doivent payer le prix. Sinon, le retour du bâton, le jour où tu dis non, c'est l'arbitraire qui revient. On te colle tout de suite comment on les appelle, des inspecteurs qui viennent trouver que il y a l'évasion fiscale du montant de ton capital, sinon plus, pour ruiner ton entreprise. Et si tu n'as pas de couleur politique et tu veux émerger, eh bien, il faudra que tu te soumettes aux injonctions de quelqu'un. Et là, on peut croire qu'on vit dans un état de droit, alors qu'en réalité, c'est une parodie. C'est l'arbitraire qui continue de gouverner. Et en ce moment, on ne peut pas aller plus loin. Victorien, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez un comment, nous n'avons pas le temps pour la discussion finale. Merci beaucoup. Si vous voulez. Ok, je vous remercie. Oui, merci. Je vais plus vite. Oui. Je peux vous référer, par exemple, à l'analyse d'un certain Cardoso, qui a été président brésilien, voilà, qui était un disciple de Schumpeter, qui a voulu analyser les entreprises brésiliennes avec ce modèle et s'est retrouvé très déçu de se retrouver avec des entreprises à la remorque des partis politiques. Et donc, on a besoin, quelque part, d'une société civile éduquée à la légalité pour pouvoir aller plus loin dans le développement économique. Je fais appel à l'actualité. Durant cette période de confinement au Burkina, il y a eu pas mal de décrets, d'arrêtés ministériels venant du Premier ministre de la Santé ou du Président, parfois des décrets où on fait confusion entre les tampons, etc. J'ai été heureux de voir, par exemple, un think tank de juristes burkinabés faire l'audit un peu de ces décrets pour souligner, relever l'égalité de plupart de ces arrêtés. Alors, pour un État de droit, il y a à contrôler non seulement les intérêts internes, mais aussi les intérêts externes. Et si la société civile n'est pas éduquée n'a pas cette culture de la légalité, est insensible à ce qui est légal et à ce qui ne l'est pas, eh bien, on se retrouve dans un piège sans fin. C'est pour cela que je disais, laisser le droit entre les mains des spécialistes, c'est aller à coup sûr vers une voie sans issue. Le droit, donc la pratique de la légalité doit devenir le credo de tout citoyen. Et je dis que notre survie en dépend en pensant un peu à ce qui se passe. Les acteurs internes comme les acteurs externes aiment instrumentaliser l'appareil d'État pour leur alphi. Seul le citoyen éduqué à la légalité peut se positionner en face de ces acteurs-là et créer une voie médiane. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, qui a été créée un peu pour unifier un peu la pratique dans les
pays africains, il y a notamment 17 pays qui sont dedans, bon, contre l'OADA, mais je pose simplement des questions. Jusqu'où des pays qui n'ont pas le même niveau peuvent avoir des actes unifiés, une réglementation unifiée qui les porte à aller plus vite. Jusqu'où, surtout les organisations paysannes, on oblige à devenir des coopératives, des entreprises coopératives. Bon, ça peut avoir charge, mais les paysans ne sont pas au même niveau. Jusqu'où ils sont capables, ils ont la capacité, la compétence de porter ces juridictions-là et de se défendre dans le marché s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement spécifiques. Victorien, excusez-moi, je dois vous interrompre parce que nous avons déjà supéré le temps qui vous était dédié. Merci. Et on finit en disant que la légalité est artisanale, ça se construit jour après jour. Je vous... Merci, Père Victorien. Et je rappelle à tous que vous pouvez nous envoyer vos questions sur la chat. On va vous appeler à la fin pour que vous puissiez faire les questions, poser les questions. Je vous rappelle que la thèse du Père Victorien a été publiée aux éditions L'Harmattan sous le titre « Pédagogie de l'Église et renforcement du capital social, le milieu paysan du Burkina Faso ». Donc, il y a encore beaucoup de choses à approfondir. Merci beaucoup, Père Victorien. Et maintenant, j'appelle le Père Serge Rémy à faire ses observations, environ 5 minutes à disposition. Et par la suite, ce sera le Père Emerand Joseph qui va aussi parler plus ou moins 5 minutes. Ils vont faire leurs observations. Alors, merci, Père Serge. Merci de me passer la parole. Comme observation, je dirais pas trop de choses parce que le Père a été suffisamment, je ne vais pas dire exhaustif, mais il a été suffisamment dense. Je lui passe mes félicitations d'ailleurs à propos d'avoir souligné cette importance de l'état de droit qui permet un peu l'harmonisation du droit, de l'autolimitation, comme disent les Allemands, de l'État par le droit, etc. Et qui justement est non seulement pour les affaires, mais également pour la vie sociale. Parce que le droit, l'une des fonctions du droit, c'est la régulation de la vie sociale, l'harmonisation des relations sociales qui est un facteur important pour le développement. Moi, après tout ce qu'il a dit qui est très, très intéressant, je voulais juste soulever une ou deux choses, des questionnements qui me semblent importants. La première chose, c'est de revenir un peu sur, je pose des questions comme ça, hein, de revenir un peu sur la notion même d'état de droit. L'état de droit, d'accord, oui, mais quel état de droit? Par exemple, en Afrique, quel état de droit? On peut revenir sur, c'est toute une problématique, hein, les thèses développementalistes, etc., la théorie de la grève de l'État, mais oui, l'état de droit, mais quel est cet état de droit qui peut développer l'Afrique? C'est-à-dire, quel est ce droit sur lequel les sociétés africaines peuvent s'appuyer pour se développer? Bon, c'est une problématique peut-être résiduelle, mais qui mérite quand même d'être soulevée, parce qu'aujourd'hui on dit notre développement politique n'est pas suffisant, nous avons développé la démocratie, on ne s'y arrive pas. Ben voilà, mais quelle est la raison fondamentale? Et puis on parle aujourd'hui de refonder le pacte républicain, de vivre ensemble, etc. C'est une question que je soulève. Mais la chose la plus importante pour moi, que je voudrais soulever, que peut-être le Père et que Victorien n'a peut-être pas soulevé, peut-être qu'il aurait fait après, c'est cette orientation depuis plusieurs années. Donc, je ne vais pas dire orientation, cette réorientation des politiques de développement, surtout en Afrique francophone, par une ouverture plus accrue vers la Chine. Pourquoi cette ouverture vers la Chine? Et c'est là toute la question de la conférence, la relation entre l'état de droit et le développement économique. Et c'est bien précisé,
C'est sûr, hein, je suis d'accord avec la thèse dans laquelle l'état de droit est une chance pour l'Afrique francophone, pour le développement, je suis d'accord. Si nous spécifions le développement en parlant du développement économique, alors, le cas de la Chine est un exemple de pays dit, encore qu'il faut savoir selon quels critères on dit que la Chine n'est pas un état de droit, n'est pas un état démocratique, je ne vais pas entrer là-dedans, mais la Chine, selon certains classements, est la deuxième puissance économique mondiale, mais selon les Chinois eux-mêmes, ils le disent depuis plusieurs années, ils sont la première puissance économique mondiale. Alors, pourquoi cette option, entre guillemets, préférentielle de l'Afrique francophone vers la Chine, qui est un pays suffisamment développé économiquement? Bon, après, on peut faire des théories sur l'état de droit, etc. Je pose, c'est une question que je pose. Et est-ce que là, notre option que je soutiens ne pêche-t-elle pas par excès, par généralisation active, en se disant, voilà, pour se développer, il faut absolument l'état de droit. Mais ce qu'on appelle l'état de droit dans la conception qui est nôtre ne se vérifie pas tout à fait en Chine et la pays le moins développé du monde, peut-être le plus développé économiquement, bien sûr. Alors, c'est le questionnement que je voudrais soulever et qui peut nourrir, la conversation après. Alors, pourquoi cette option? J'ai ma réponse, je la partagerai peut-être plus tard, mais je pose la question, pourquoi l'option de l'Afrique francophone pour la Chine? Voilà. Super Serge, merci beaucoup. Et nous attendons vos questions. J'en ai environ 2. C'est pas, nous en voulons encore. Et il y a une question qui est très semblable à ce que vous avez dit, Père Serge, l'état de droit en Afrique. Alors, je laisse la parole au Père Emeran Joseph. S'il vous plaît, aussi 5 minutes. Merci beaucoup. Père Emeran, est-ce qu'il nous entend? Oui. Merci, Marie-Claudia. Je commencerai, tout comme le Père Serge, à saluer de manière appuyée et solennelle la très, très et dense contribution du docteur Père qui a, je dirais, balisé de fond en comble la problématique même qui nous réunit pour ce webinaire en ce soir. Je commencerai par saluer le diagnostic. Vous comprendrez que j'aurai un peu le danger ou je dirais, le péché de la spécialisation qui m'amènerait à beaucoup plus me focaliser sur les logiques du développement et de la sociologie, grosso modo. Je voudrais saluer de prime abord le diagnostic qu'il a fait partant du parcours historique qui nous a permis de repartir de la décennie du développement qui a précédé immédiatement la valse des indépendances dès les années 60 à 70 sous l'impulsion du président américain Truman. J'ai également apprécié l'introduction qu'il nous a permis de faire en entrant dans les différentes conceptions problématiques post-coloniales, pré- et post-coloniales de la conception même du développement. Déjà, je m'arrête là pour dire que je suis resté un peu sur ma soif parce que le Père, il reviendra peut-être dessus. Alors, je disais, le Père est resté, selon moi, sur les définitions catégorielles du développement, c'est-à-dire les différentes étapes, les différentes strates, notamment la croissance économique. Je m'attendais, vu que c'est un spécialiste de la doctrine sociale de l'Église, qu'il nous porte déjà sur la dimension de l'humanisation du développement. On ne peut pas parler aujourd'hui du développement en Afrique francophone en éludant totalement, même si le thème nous porte au développement économique, en éludant totalement la dimension humaine, celle dont parlait le pape Paul VI, le pape autant pour moi, Jean 23 dans Populorum Progressio, qui demandait de chercher le développement de l'homme et de tout l'homme. La deuxième chose, c'est dans la définition substantive même du développement. Je crois qu'il a bien fait de relever, partant de Joseph Kizerbo qu'il a cité, peut-être en nous donnant par l'ouvrage, qui est La natte des autres, qui parle de ce genre de développement en disant qu'il s'agit d'une promotion du développement clé en main.
Alors, au début, j'ai semblé comprendre que le père battait sévèrement en brèche cette dimension, entre guillemets, imposée du développement à l'Afrique francophone. Mais d'un autre côté, je suis resté sur ma soif parce que je m'attendais à ce que parler du développement francophone nous amène déjà à travers le père à nous interroger pourquoi la spécificité francophone et pas la spécificité anglo-saxonne. Et on va bien voir que les pays anglo-saxons en Afrique, ceux-là qui utilisent un droit différent du nôtre, la common law, indirect rule, sont ceux-là qui sont un peu plus avancés en termes de croissance économique, que ce soit le PIB, que ce soit les indicateurs macro que micro, ils sont un peu plus avancés. Est-ce que ce n'aurait pas été l'occasion, réfléchir déjà, de porter la problématique sur la norme même qui porte le postulat du genre et du type de développement que nous voulons proposer à l'Afrique? Et la dernière chose, c'est les propositions qu'a faites le père, que j'ai trouvées très intéressantes, par ailleurs, comme, entre guillemets, expert de management des projets et des ressources humaines, c'est l'innovation. L'innovation, mais également, il a proposé un renouvellement, une réorganisation sociopolitique. Déjà, sur l'innovation, est-ce que l'entreprise est basée sur le profit essentiellement? Si on rentre dans la typologie, la taxonomie des entreprises, qu'elles soient de catégorie économique, de catégorie juridique, de catégorie dimensionnelle, l'entreprise reste d'abord basée sur la recherche du profit. Alors, présenter l'entreprise comme étant un levier d'action pour le développement économique par la charité fraternelle, je pense qu'il y a un risque qu'on court. L'entreprise cherche son profit, elle cherche le gain. Il y a des capitaux qui sont mis à contribution par les actionnaires. La proposer comme levier d'action me pose un problème. Et enfin, je demanderai au père, puisqu'il a parlé du développement économique comme transition, est-ce que réellement, que moi je considère comme étant un concept incarné, ne souffrirait pas en Afrique du fait que toutes les différentes propositions qui ont été faites jusque-là, depuis la fin des indépendances, n'aient pas été des propositions désincarnées, ne tenant pas en compte les particularismes socioculturels propres à l'environnement de l'Afrique francophone. Voilà, je vous remercie. Je m'arrêterai là pour l'instant. Merci, Père Rémi. Alors, nous avons déjà quelques questions et je vais appeler Benoît à ouvrir son microphone et nous parler directement pour poser. Vous avez, Benoît, bonsoir. Vous avez posé 2 questions. J'ai posé 3 Vous questions. pouvez sa thèse assez rapide. Oui, je préfère poser une seule à la fin. Merci. Parce que la troisième qui emboîte le pas à Emerand Joseph est celle qui me plaît le plus. Bon, j'ai envie que le Père nous aide dans l'impulsion de cette recherche au développement dans l'Afrique francophone, à nous dire comment il perçoit l'approche de la citoyenneté dans notre contexte où, influencé par la mission civilisatrice et les conséquences de l'aliénation, nous jouons dans la transition de les droits individuels, donc l'approche libérale de la citoyenneté, l'approche communautariste de la liberté, parce que nous sommes aussi des communautés. L'Afrique est l'Afrique des communautés. Et ensuite, il y a cette républicaine. Parce que si le jeu du droit dans ces figures, ces 3 figures qui sont en lutte dans notre contexte, ne sont pas bien saisis, il me semble que là aussi, nous avons beaucoup de problèmes à régler. Merci. Vous pouvez répondre? Vous commencez déjà à répondre? Je ne vous entends pas. Okay. Victorien, merci. Merci aux chers amis et collègues. Je remercie Benoît que je viens de revoir. Ça faisait déjà assez longtemps. Alors, donc, je commence peut-être par sa question parce que c'est en lien avec
un peu d'autres questions que j'ai perçues. Voilà. Question de la citoyenneté. Quelle citoyenneté nous proposons à l'Afrique pour son développement? Je repars au niveau du thème tel que c'est libellé, l'état de droit. Donc, pour parler de quelle citoyenneté, il faut peut-être se poser la question aussi que le premier intervenant se posait, c'est quel état de droit? C'est quel droit? Bon, l'état de droit, c'est une question pratique légale, de la légalité. Et quand je parle de légalité, je vois un comportement social qui est codifié, qui est défini, qui est interprétable par tout le monde parce qu'il y a des codes. Voilà. Donc, on se comporte en fonction de cette loi positive. Et cette loi positive, ce n'est pas une légalité creuse. C'est une légalité assise sur une légitimité. Ce qui veut dire que l'auteur de cette loi a la légitimité de promulguer cette loi. Et cette légitimité s'obtient par le fait que, avant on parlait de droit divin, aujourd'hui on parle beaucoup plus de la volonté populaire, donc de la volonté d'un peuple, d'un groupe de citoyens décidés à vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble. On se fixe des règles et l'autorité est celui qui contrôle le vécu de ces règles, et alors tout comportement peut être interprété. Alors, j'ai dit, ça c'est le cadre légal pour toute action, que ce soit l'entreprise ou l'action sociale. Alors, quelle citoyenneté nous proposons sur la base de l'état de droit? Je ne suis pas en train de dire que, il faut faire comme d'autres l'ont fait. La question fondamentale dans l'état de droit est que pour nous, Africains, nous avons à réinventer l'état de droit. Je parlais de transition, et la transition, ce n'est pas seulement au niveau, et c'est aussi au niveau politique et culturel. Transition parce que la pratique que nous voyons constamment, c'est souvent la pratique dualiste. On a eu à parler de mimétisme, j'ajoute le dualisme, en ce sens que, on va copier quelque chose de l'Occident, on pose à côté de quelque chose qui est là, que nous appelons nos traditions, et puis on n'a pas il me semble qu'on n'a pas cette intelligence pour voir quels sont les couloirs. Comment faire converger ces deux forces-là au service du développement. Tant que c'est juxtaposé, on n'est pas dans une dynamique d'état de droit et porteur de développement. On est en train d'être écartelé dans un hiatus. Les logiques parfois se combattent au lieu de se compléter. Donc, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan politique, je crois que vous ne direz pas le contraire, que vous allez voir pas mal de dirigeants politiques qui la nuit retournent au village pour consulter le vaudou, consulter le féticheur, et puis venir, on l'a élu sur la base d'une loi positive que tous on connaît. Il vient, il prend des décrets sur la base de normes
que nous ne connaissons pas. Donc, entre occultisme et modernité, on s'embrouille. Donc, la constitution de l'état de droit en Afrique devrait partir de l'étude anthropologique de ce que nous sommes. Est-ce qu'il n'y a pas l'état avant l'état? Je vous cite une politiste française, Claudette Savonnet-Guyot, qui a écrit Essai d'un État au Burkina Faso. Bon. Alors, et qui est parti des grandes familles pour essayer de voir, de repérer des éléments constitutifs de ce qu'on pourrait appeler état de droit. Alors, des essais de ce genre, je crois que c'est important pour permettre à l'Afrique d'asseoir l'état de droit sur des bases compréhensibles par l'Africain. Autrement, on se retrouve dans le phénomène du mimétisme dont on a parlé. Bon, on veut faire comme l'autre, et puis en même temps, on a d'autres contraintes. On n'arrive pas totalement à imiter l'autre, et même quand on limite, c'est une imitation vide. C'est donc sur la base de la conception de notre état de droit, quel type de citoyenneté il faut créer. Autrement, la citoyenneté que nous avons peut rester aussi du mimétisme qui nous cause plutôt des soucis. Vous pouvez voir aujourd'hui, un peu, bon, nous sortons d'une crise institutionnelle avec l'insurrection de 2014, et ce qu'on constate, c'est un phénomène d'un gouvernement. Alors, est-ce que c'est le comportement citoyen parce qu'on arrive à braver l'autorité, on ose braver l'autorité, ou bien c'est la citoyenneté consiste à construire avec l'autorité quelque chose ensemble. Donc, la notion de l'état de droit définit la notion de citoyenneté. Et pourquoi les Africains sont en train d'aller une certaine fièvre ruer vers la Chine, qu'on ne donne pas comme modèle d'état de droit? Est-ce que ça peut nous développer? Si la Chine n'est pas un état de droit et devient un modèle pour l'Africain, est-ce que cette thèse que l'état de droit est comme la condition pour le développement économique, ça tient? Eh bien, je dirais que, bon, maintenant, on ne fait plus la différence entre état de droit et état et démocratie, même s'il y a une petite différence, parce qu'on peut avoir une démocratie de droit parce qu'on n'applique pas, en réalité, la force n'est pas à la loi. On continue quelque part de gouverner avec l'arbitraire. Pas un arbitraire qui vient seulement de l'autorité, mais un arbitraire qui vient aussi des groupes de pression et d'autres intérêts souterrains. Merci. Alors, Victoria, excusez-moi, je dois vous interrompre à nouveau parce que nous avons d'autres questions et qui sont liées à ce que vous êtes en train de dire. Alors, une est de HP. Je ne vois pas votre nom, monsieur. Il nous avait demandé pourquoi. Vous pouvez prendre la parole? Il ne nous entend pas. Bon, ben, HP Userfoid. Et puis, Sam Craig aussi. Il a posé une question qui est assez liée, de dire. Bon, ben, alors, peut-être, Sam, vous pouvez prendre la parole et par la suite, Antoine. Ça va? Comme ça? Oui. Merci. Merci. Oui. J'ai une question pour nos trois conférenciers. Ma question est la suivante. Selon vous,
quel est l'obstacle le plus important à l'instauration de l'état de droit en Afrique francophone? Quel est l'obstacle? Alors, qui commence? Monsieur Père Rémy, Père Serge? Père Serge? Oui, oui. Je voulais proposer une réponse à cette question que je trouve centrale et vraiment importante. Je vais proposer une réponse, non sans dire avant, pour préciser un peu, pour apporter ma contribution à ceux qui demandent ce que c'est qu'un État de droit. Pour faire ça, le Père l'a déjà dit, c'est un État, disons, qui est marqué par la régulation juridique comme la garantie des rapports, hein, du bon fonctionnement des rapports sociaux. Et ce qui est important dans l'État de droit, c'est la souveraineté ou la puissance. Je vais peut-être éviter de faire trop d'intellectualisme. C'est la souveraineté de la puissance, non seulement de la procédure juridique, mais de l'autorité de la chose jugée. C'est très, très important. Et c'est ça, justement, qui me permet d'embrayer pour dire un mot sur la question de Greg. Alors, je point de vue que le problème fondamental, le plus important de l'état de droit en Afrique et du développement, c'est le problème institutionnel. C'est la pauvreté, j'ai envie de dire, c'est l'impuissance des institutions. Et c'est là que l'état de droit a toute sa force, parce que l'état de droit, justement, assure un quadrillage de fonctionnement institutionnel indépendamment, chaque institution indépendamment de l'autre, et puis harmonise cela. Mais dès que j'ai dit cela, que le problème est un problème où les institutions ne fonctionnent pas indépendamment, je dois poser absolument le problème de ce que Victorin l'a dit en évoquant Kizerbo, mais du point de vue de l'analyse politique, on appelle ça le mimétisme institutionnel. C'est peut-être le fait d'avoir importé des institutions préfabriquées pour venir les appliquer en Afrique. C'est peut-être cela le corollaire du problème. C'est pour ça que je disais, état de droit, d'accord, mais quel droit? Moi, dans mon pays, le Cameroun, nous sommes de tradition, comment on va dire, civiliste. Hein, c'est le droit napoléonien de tradition française. On a juste fait des adaptations, mais véritablement, ce n'est pas un droit, comme on peut dire, auto-centré, endogène. Il y a peu de choses qui viennent du dedans. Alors, comment garantir, à partir d'un droit qui est une préfabrication, comment garantir le développement? Et c'est là que les institutions sont pauvres. Donc, pour répondre, je ne vais pas monopoliser la parole, on pourrait s'étendre sur beaucoup de choses, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, même sur le développement. Je réponds en disant que le problème est un développement d'institutions. Les institutions ne sont pas suffisamment fortes. Et là, le président Barack Obama, suivant notre politologue camerounais, avait raison de dire qu'en Afrique, le plus important, ce n'est pas d'avoir des hommes forts, mais des institutions fortes. Mais une fois qu'on a dit cela, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut utiliser, réveiller, exploiter ce que l'économiste Amartya Sen appelle capability. Les capabilities, c'est-à-dire les capacités, les capacitations, disons ça comme ça, que chaque pays africain, de l'Afrique francophone, possède le développement. Et je relance le débat pour sortir en disant, voilà, les institutions ne sont pas assez fortes. Pourquoi cette orientation, j'insiste dessus parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe en Afrique francophone, pourquoi cette orientation vers la Chine? Et c'est là que ma théorie de l'importation des normes, du mimétisme institutionnel trouve toute sa force. Donc, je pense avoir proposé une réponse. C'est le problème institutionnel. Les institutions fonctionnent mal parce que le droit n'est peut-être pas bien ficelé. Et le droit n'a pas suffisamment. Merci, Père Serge. Et je donne la parole au Père Emeran parce qu'il doit nous quitter dans 5 minutes, peut-être moins. Merci, Père. Alors, à la suite du Père Serge Rémy et des Victoriens, je voudrais proposer, à la réponse de Sam, je pense que l'un des obstacles majeurs de l'état de droit, il existe en Afrique sur les textes, mais de l'inopérabilité
de l'état de droit, entendu comme un état dans lequel, Serge l'a dit, les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que la puissance s'en trouve limitée. Parce que l'État, en même temps aussi, est contrôlé par le droit. Je proposerai un ajustement culturel. Et cet ajustement culturel vient du fait que, partant de l'histoire postcoloniale, la plupart des États francophones de l'Afrique ont été décolonisés, mais les colonisateurs n'ont pas eux-mêmes été décolonisés. Ça fait que la fibre, le fil d'Ariane qui existait entre ces pays, prenons le cas de la France, je ferai une illustration que nous avons tous avec ces anciennes colonies, les 14 pays du pacte colonial. Nous voyons qu'effectivement, quoi qu'on dise, les choix des dirigeants n'incarnent plus les institutions qui devraient être fortes, dépendent essentiellement des facteurs exogènes. En Afrique, nous avons ce que l'historien camerounais Achille Mbembe appelle encore le gouvernement privé indirect, c'est-à-dire que nous avons des pays, entre guillemets, sous perfusion, où les décrets, les décisions, les orientations des politiques, soit des politiques structurelles, conjoncturelles, pour ce qui est des réformes économiques, par exemple, dépendent de l'extérieur. Comment est-ce que nous voulons penser un développement en Afrique francophone quand l'Afrique francophone, parlant par exemple des réformes macroéconomiques, ne possède pas de monnaie? Or, nous savons que la monnaie est un des piliers fondamentaux lorsqu'on parle des politiques structurelles d'un pays. L'Afrique francophone, la plupart de ces pays, sinon tous les pays francophones, tout à l'heure, je faisais apparemment qui n'est pas passé, c'est la comparaison avec les pays anglo-saxons. Nous avons décidé de réfléchir sur l'Afrique francophone. Mais regardons à côté, sans faire de parallélisme de forme ou de comparatisme concordiste, regardons que la plupart des pays anglo-saxons, le Ghana, le Kenya qui a changé, qui est parti du français à l'anglais, et tous les autres, sont plus ou moins économiquement avancés et ont une croissance économique plus ou moins bonne. Mais nous, qu'est-ce qui ne va pas en Afrique francophone? C'est parce que nous sommes liés. Les institutions ne sont pas fortes. Nous avons été décolonisés sans que le colon lui-même ne soit décolonisé. Et finalement, nous sommes encore à l'ère du gouvernement privé indirect. Alors moi, pour finir, je proposerais que, comme j'ai dit, nous puissions poser comme jalon, comme rampe de lancement, un véritable ajustement culturel qui consisterait à prendre en compte, et là j'insiste encore à nouveau, la dimension incarnée du développement. Cette dimension incarnée, comme disait Serge Rémy et le père Victorien aussi, qui consisterait à des concepts, ce que le théologien sociologue Jean-Marc Camerounais appelle des ghettos conceptuels, des choses préfabriquées qui ont peut-être marché ailleurs et qu'on viendrait nous imposer comme du trademark, mais qui ne tient pas en compte des particularismes propres aux pays francophones. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que l'état de droit va rester dans les textes avec la hiérarchie des normes. On a le bloc constitutionnel, nous avons des constitutions. Le bloc conventionnel, nous avons des conventions avec les pays à l'international et au niveau continental. Le bloc législatif, nous avons les assemblées, le Sénat dans tous ces pays francophones. Les principes généraux de droit, nous les avons. Le bloc... Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que justement, le lien n'a pas encore été coupé et il faudrait autonomiser ces pays-là en partant d'une réforme et d'un ajustement culturel. Merci. Emeren, merci d'avoir participé. Vous avez la messe maintenant? Oui. Merci beaucoup. Alors, bonne messe. Priez pour nous. Pour merci. 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 Hein. À très bientôt. Alors, je voulais donner la parole à Antoine de Padua, s'il est encore là, parce qu'il avait 2 questions, s'il peut en poser une. Merci. Merci. Oui, merci bien. En fait, la plupart de mes questions ont été remuées par les intervenants. La question de la contextualisation et de l'incarnation vraiment du développement de manière à ce qu'il soit endogène et donc enraciné dans les valeurs culturelles. Je pense que c'est axial, c'est essentiel vraiment dans la question du développement. Il y avait aussi la question
du fait que pourquoi les francophones, les pays francophones sont à la traîne par rapport aux pays anglophones. Et là encore, je vois que les conférenciers ont remué la question et je pense qu'il faudrait qu'on approfondisse cela, non pas dans des comparaisons peut-être trop bidons, mais quand même dans des comparaisons assez réfléchies qui nous permettent, voilà, de nous appuyer sur des exemples réussis donc pour nous propulser aussi dans le développement. Mais le père Victorien, justement, a évoqué la question de l'insurrection au Burkina Faso et après qui a débouché sur une forme d'ingouvernabilité avec un incivisme pratiquement endémique. Voilà. Et là, justement, ça me pose le problème de non seulement de l'état de droit, mais du droit de l'État. Voilà, je me suis demandé si on parle d'un état de droit, est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir sur le droit de l'État, jusqu'à quel point l'État a des droits sur les citoyens? Alors, je pense que la situation du Burkina est très, très symptomatique d'un manque, d'un déficit, et même d'une déficience de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Voilà. Et là, c'est-à-dire parfois la loi, elle est là, le droit est là, mais on assiste donc à une manipulation, une instrumentalisation donc de ce droit-là pour écraser donc le citoyen lambda. Et si bien que quand il y a cet abus et que les citoyens se réveillent, alors ça complique donc la gouvernance de l'État. Alors donc je voudrais pour finir évoquer aussi la question de la moralisation du développement. Là, Emera a parlé de l'humanisation du développement, mais pourquoi ne pas insister aussi sur la moralisation du développement quand on sait que la corruption aussi est endémique dans nos pays? Voilà donc en fait quelques questions que je voulais lancer pour participer au... Alors, on commence avec le père Victorien. Une réponse pas trop longue et par la suite le père Serge. Merci beaucoup. Okay. Merci bien. Merci pour les contributions. Je remercie Serge qui a déjà répondu un peu à Sam pour parler du problème institutionnel. Et je rentre dans ce cadre du problème institutionnel pour parler d'un problème plus fondamental à l'Afrique, la diversité. Vous voyez, bon, on parle d'état de droit. Les États modernes ont été constitués comme des États-nations. L'Afrique post-coloniale fait exception à cette règle-là. Et je commencerai ma critique sur la diversité par les frontières même. Alors, quelqu'un parlait déjà du colonisateur qui n'est pas décolonisé. Et je crois que le colonisé, lui aussi, quelque part, adore ses chaînes. Il veut rester dedans. J'en prends pour témoin ce que l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a fait juste après les indépendances. C'est là des frontières qui ne disaient rien du tout, qui ont été un instrument du colon pour diviser et régner. Bon, on a morcelé, balkanisé les populations. Ce qui fait que constituer une nation avec de très grandes diversités, ce n'est pas de la rigolade. Par contre, il y avait des entités qui existaient déjà, qui étaient comme des nations. Alors, il aurait suffi, même s'il faut faire une opération de regroupement, regrouper plusieurs entités, mais on se retrouve avec de grosses entités à l'intérieur de chaque frontière. Mais bon, on est allé sur le chemin de la balkanisation et ça nous crée un problème au niveau de la gouvernance. Comment gouverner la diversité? Et c'est là que peut-être les intellectuels en général manquent d'imagination. D'imagination pour créer des synthèses acceptables par tous. Parce qu'on manque d'imagination, comme disait Joseph, on est obligé d'importer. Quelqu'un disait, mais le mimétisme, c'est nous qui le voulons ou bien c'est quelqu'un qui nous l'impose? Eh bien, les deux. On l'importe parce qu'on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas mouiller le maillot pour trouver ce qui est propre à nous.
on importe aussi parce que ça arrange celui qui nous propose le modèle. Or, quand je parle de transition, il s'agit d'un modèle qui tient compte en même temps de nos réalités, donc de du contexte, de l'incarnation, comme disaient les autres, qui part de nos réalités pour s'ouvrir à la nouveauté, parce que tant qu'il n'y a pas ouverture à la nouveauté, je reviens sur le concept d'innovation, il n'y a pas de développement, puisque le développement, il s'agit de grandir, pas seulement grandir quantitativement, mais grandir aussi qualitativement. Et c'est l'injection de la nouveauté qui tire vers le haut dans les deux cadres. Moralisation du développement, eh bien, je dirais que le concept même développement est déjà un concept éthique. Voilà. Et donc, c'est parce que justement, on ne prend pas le soin de faire le tour du concept, on s'arrête aux grandeurs macroéconomiques et puis la substance, le côté humain est bafoué. Ici, quelqu'un me faisait le reproche de m'être arrêté justement sur les aspects économiques. Le thème le demandait, développement, il s'agit bien de développement économique. Je suis allé beaucoup plus dans ça, mais là où il y a le complément, c'est que c'est complété par l'idée d'état de droit. Voici la partie, la couverture éthique. Si on comprend bien que l'état de droit, c'est pour l'égalité, c'est pour la liberté, c'est pour la dignité, eh bien, nous sommes en plein dans un cheminement éthique. L'état de droit comme base du développement économique. Si on met ces deux réalités ensemble, je crois qu'on peut bien parler de développement humain parce qu'il s'agit des libertés des personnes, de répondre aux besoins concrets des personnes. Et bon, c'est un développement. S'il est humain, alors il est intégral. Justement, voilà, je reviens sur la question de l'entrepreneuriat, l'entreprise comme opération charitable par excellence. Bon, j'ai lancé ça comme ça pour provoquer et je crois que la provocation, celui qui a posé la question est atteint par cette provocation. Eh bien, bon, vous voyez par exemple nos entreprises caritatives. Si on ne prend garde, l'injustice, du point de vue de la justice sociale, l'injustice qu'on crée est énorme. Pourquoi? Il s'agit d'abord de dignité des personnes. Alors, si il faut encadrer les personnes juste pour donner, la question première que je pose, on gagne où pour donner? On gagne où pour donner? Ça veut dire qu'il faut saigner des gens pour pouvoir donner. Il faut mobiliser des gens pour travailler à donner. Ces gens-là, ils ont aussi leurs besoins. Jusqu'où ils sont rémunérés selon la justice sociale. À côté de cela, un entrepreneur qui cherche à répondre aux besoins, même si c'est en poursuivant son intérêt, mais il répond à des besoins, il répond à un autre besoin plus fondamental qui est plein de dignité. Il donne du travail, il offre de l'emploi à des gens qui ne seront pas en train de mendier demain. Donc, il diminue le nombre de mendiants, de ceux-là qui ont besoin de charité. Alors, donc, la charité, d'accord, mais la première charité, c'est de pouvoir aider les gens à se passer de la charité. Pour revenir sur le cas chinois, bon, Amartya Sen avait fait une étude comparative dans Development as Freedom. Il disait, bon, vous voyez par exemple devant la question de la famine,
l'Inde, qui était un État démocratique, et la Chine, non démocratique, avant les mêmes questions de famine, Amartya Sen dit l'Inde s'en sortait mieux que la Chine. Pourquoi? Les dirigeants indiens savent qu'ils ont affaire à des citoyens libres, capables de dire ce qu'ils pensent, de revendiquer. Et donc, ils travaillent plus efficacement à combler le manque pour ne pas avoir leurs citoyens sur le dos. De l'autre côté, la Chine, où il n'y a pas cette liberté pour les individus, eh bien, il peinait à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, la Chine paraît comme un modèle de développement. Est-ce que c'est un modèle de développement pour nos pays? Je trouve que ce qui attire nos pays vers la Chine, c'est peut-être, puisque nous aimons le mimétisme, puisque nous aimons le made in, on préfère ça à ce qui est fait chez nous. Le Chinois a l'avantage d'avoir des produits moins chers, de proposer des marchés peu coûteux, parce qu'il a une main-d'œuvre pas chère. Et pourquoi la main-d'œuvre n'est pas chère? C'est là le problème de dignité qui se pose. Qu'est-ce qui se trouve derrière des produits chinois à moindre coût? Est-ce que en achetant ces produits, j'encourage la brimade d'autres citoyens, ou bien je ne vois que moi, mes besoins qui sont comblés à moindre frais, et je ne vois pas qu'il y a un citoyen derrière ce produit-là qui peut être complètement de dignité. Alors, si nous voulons importer le modèle chinois dans le contexte actuel, est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nos petites libertés pour déposer ça entre les mains de nos dirigeants pour nous gérer à main de fer, dicter des choses à faire, et puis peut-être sans la rémunération équitable qui permette à chacun de vivre dignement. Je ne suis pas allé voir en Chine comment les gens vivent, mais je me pose des questions par rapport au coût de la main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les prisonniers chinois? Qu'est-ce qui se passe avec les nombreuses personnes qui peut-être sont sans reconnaissance publique à cause de la loi sur l'enfant unique, où on sait que pas mal d'enfants sont nés, les filles notamment, sans reconnaissance officielle parce qu'il n'y a pas eu de déclaration. Toutes ces personnes-là, s'ils n'ont pas une identité, ça veut dire qu'ils doivent survivre au prix de leur vie en réalité. Donc, ils n'ont pas de reconnaissance légale, ils ne peuvent pas prétendre, ils doivent subir ce que les autres font. Voilà par exemple ce qu'un État qui n'est pas État de droit peut faire vivre à ses citoyens. Merci Père Victorien, parce que c'est un point très très important, la différence entre la Chine qui est si puissante du point de vue économique et sa situation politique et son régime de droit qui n'est pas tellement de droit. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Yameogo pour la dernière question, si vous voulez, s'il vous plaît. Peut-être ce sera le Père Serge Rémy qui va répondre. Monsieur, voilà, merci. Merci beaucoup. Ma question, c'était par rapport, j'ai posé la question, l'impact de l'état de droit sur le commerce équitable. Le Père Victorien, dans son intervention, en a parlé. Bon, peut-être je n'ai pas saisi en fait le lien et j'aimerais en fait qu'il revienne sur le rapport entre l'état de droit et le commerce équitable. Merci. Alors, nous laissons la parole d'abord au Père Serge Rémy et puis au Père Victorien. Ça va pour vous? Ou directement Père Victorien, comme vous voulez.
Alors, là où j'ai évoqué le concept de commerce équitable, je tiens à faire une précision. Commerce équitable, c'est devenu aujourd'hui un terme technique qui désigne un certain nombre de produits labellisés ainsi, fair trade. Le commerce équitable que j'ai évoqué quand j'ai parlé de trade, not aid, c'était la revendication des pays, disons, du tiers-monde, comme on les appelait, de pouvoir combler les écarts dans les termes de l'échange. Donc, ils étaient en train de faire des revendications sur ce qu'on appelle les termes de l'échange. Parce que le commerce entre les pays du tiers-monde et les pays déjà industrialisés, équitable à ce niveau-là. Bon, parce qu'on va engager, peut-être même obliger ces pays à vendre les matières premières, alors qu'ils pouvaient, en travaillant un peu, faire la transformation, ce qui leur donne une valeur ajoutée, mais on les oblige à les exporter et à les exporter à un coût qui ne paie pas, qui ne fait pas vivre son homme. C'est à ce sens que j'ai évoqué commerce équitable. Maintenant, le lien entre état de droit et développement économique, je l'ai posé au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneur innovateur, pour dire, il a besoin d'un cadre pour se mettre en œuvre parce que les vrais acteurs du développement économique, c'est ceux-là qui entreprennent et dans tous les secteurs. Quand je parle d'entrepreneuriat, je ne me limite pas à l'assolement de biens, mais à la production des services, jusqu'au niveau spirituel. Voilà. Bon. Donc, l'entrepreneur a besoin d'un cadre juridique stable, favorable pour libérer son génie. Là où il ne craint pas, il n'a pas peur des contraintes, des confiscations. Il peut se jeter, il peut oser, parce que l'entrepreneuriat, c'est déjà trop de risques. S'il doit se faire confisquer le fruit de ses efforts, eh bien, ça ne vaut pas le coup. Voilà pourquoi l'état de droit est une condition préalable pour lui permettre d'évoluer. Père Victorien, nous devons terminer. Merci beaucoup. Merci au Père Victorien, merci au Père Saint-Jérémy. Maintenant, je vais laisser la parole à Sam. Alors, de ce séminaire apportait des arguments très intéressants pour le développement économique qui apparemment nécessitent de plusieurs facteurs. Et un des facteurs principaux est l'état de droit, c'est-à-dire un cadre juridique qui soit une garantie pour l'entrepreneur, c'est-à-dire pour la personne créative qui crée la richesse, de pouvoir agir avec une certaine stabilité, une certaine protection et une certaine liberté. Mais c'est aussi de liberté des personnes, de l'individu, des gens comme nous. Et vous avez fait, par exemple, l'exemple de la Chine, où il n'y a pas de liberté individuelle, où beaucoup de gens ne peuvent pas probablement conduire une vie qui soit décente à la hauteur de ce que nous appelons humain. Et l'autre aspect très intéressant est la difficulté que les pays de l'Afrique francophone ont actuellement à avoir une définition et disons, de soutien de l'état de droit. Nous avions aussi quelques questions sur la différence qu'il y a dans les pays anglophones d'Afrique sur le cadre de la common law, mais je pense que je vais laisser la parole à Sam, qui peut-être va nous aider à faire le point de la conclusion. Merci beaucoup à tous. Merci.
Mesdames et messieurs, c'est avec grand regret que je dois vous informer que le temps de notre discussion est terminé. Je remercie Marie-Claudia et nos trois conférenciers pour le temps aujourd'hui, ainsi que mon collègue Michael Stevrans pour son travail dans l'organisation de cet événement. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont rejoint cet événement en ligne aujourd'hui. Cet événement, comme toutes les activités de l'Institut Tactin, est quelque chose qui repose sur la prière et l'aide financière de personnes généreuses du monde entier. Je voudrais donc remercier nos donateurs et invite tout le monde à envisager de devenir un soutien financier de notre travail à Rome, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique latine, en Asie et maintenant en Afrique francophone. Toute aide est appréciée et sera utilisée pour soutenir le travail d'Acton dans la promotion d'une société libre et vertueuse dans le monde. Mesdames et messieurs, merci encore d'avoir participé à notre webinaire, le premier de nombreuses activités qu'Acton présentera pour le monde francophone. Bonsoir, bon appétit et à bientôt. Et nous pouvons ouvrir nos microphones et faire un applaudissement à nos relateurs. Merci. Vous pouvez les ouvrir. Remerciements. Bravo, bravo. Merci à tout le monde. Bravo, bravo.